Rien ne soulage comme de sortir d'un cauchemar, se dit-elle en émergeant du sien. Et rassurée maintenant qu'elle s'en libère, un peu par bravade aussi, elle se force à en éprouver une dernière fois les sensations mourantes. La pluie d'insultes qui ne s'arrête plus, les mains serrant le haut de sa gorge, la salive projetée sur son front, ses paupières. Ce n'était pas un cauchemar. Elle le réalise en découvrant le tableau accroché devant elle, une peinture monumentale qu'elle ne connaît pas, une variation de stries allant du noir au bleu qu'elle voit pour la première fois. L'odeur aussi lui est inconnue, l'odeur de la pièce. Ce n'est pas celle de son appartement, mais un parfum discret de cèdre ou de santal, d'un arbre qui doit avoir un joli nom comme ça, un parfum qui dit « Bienvenue dans ce lieu propre et riche », comme celui de la boutique Dior où travaille Nawel. C'est très grand, très beau. Les murs sont couverts de panneaux de bois sombre. La lumière vient du bas, comme si les canapés et le tapis blanc cassé la captaient à travers la baie vitrée pour la projeter dans la pièce. Il y a un écran de télé immense, une vitrine éclairée de l'intérieur et posée par terre une statue en bronze très réaliste. La reproduction presque grandeur nature d'un guerrier agenouillé, une espèce de samouraï qui regarde devant lui en fronçant les sourcils. D'autres images lui viennent maintenant qu'elle est éveillée. Quand l'homme est assis dans un fauteuil, hier soir, qu'elle lui grimpe dessus et l'embrasse avec fougue. Quand dans la voiture, il monte le son et qu'ensemble ils se mettent à chanter « Perdere l'amore ». Quand plus tard, dans la chambre, elle attrape l'escarpin pour... Non, ça n'a pas pu se passer comme ça. Souvent, elle est surprise par la précision de ses rêves. Elle se demande comment son cerveau s'y est pris pour construire de tels scénarios, imaginer les détails de lieux qu'elle n'a jamais visités, de personnes qu'elle n'a pas rencontrées, au point quelquefois que ça en devient flippant. Le coup de l'escarpin, elle l'a forcément rêvé. Mais alors, cette peinture monumentale, cet intérieur luxueux. Elle se lève avec lenteur, mais c'est encore trop brusque. Un étourdissement la saisit qui l'oblige à attendre, une main posée sur le dossier du canapé, que s'estompe l'impression qu'elle va crever là, dans ce lieu qui lui est étranger. Elle a le mal de crâne qu'elle aurait si quelqu'un avait passé les dernières heures à essayer de lui fendre le crâne avec un osselet. « Le djinn, c'est immonde », murmure-t-elle en se remettant en mouvement. Une dizaine de pas la séparent de la chambre. Une moitié sur le tapis, l'autre sur le marbre froid. Elle ouvre la porte, aperçoit le carnage et referme aussitôt. Il n'a pas bougé. Forcément. Les morts ne se déplacent pas. Prise d'une envie de vomir et de pleurer, elle revient sur ses pas et alors se souvient. Ce trajet de la chambre au salon, elle l'a déjà fait, cette nuit. Et comme cette nuit, elle s'accroupit au bout du canapé, tout contre, comme s'il la protégeait de ce qu'elle a vu dans la chambre. Elle ne pleure pas, ne vomit pas. Elle n'a plus mal au crâne, ou plutôt ne le sent plus. Elle se contente de fixer le samouraï à quelques mètres de là. Elle donnerait cher pour échanger sa place avec lui. Il fronce les sourcils, mais c'est sans doute qu'il se concentre. Les choses sont forcément mieux engagées pour lui que pour elle. Ses yeux se ferment de fatigue et d'écœurement. Ses pensées se rassemblent. Et maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'on est censé faire quand on a fracassé le crâne d'un type qu'on ne connaissait pas quelques heures plus tôt?